On refait la réunion midi comme tous les jours pour évidemment débattre d'un thème en particulier avec un ou plusieurs invités. Une émission à laquelle bien sûr vous pouvez participer. 02 62 2 3 4 5 6 7 et c'est Antoine Gélin aux commandes. Bonjour Antoine. Bonjour et nous sommes en direct en live Facebook sur notre page RTL Réunion. Bonjour Mandy, bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Plusieurs auditrices et auditeurs nous ont sollicité pour organiser une suite à l'émission du 2 juin dernier sur les risques psychosociaux en entreprise, dont acte. Alors résumons donc notre première émission pour que tout le monde soit au courant. Identifier d'abord, c'est Frédéric Nouvet de la société Humanis Concept qui s'est prêté à l'exercice. Il y a eu des études qui ont mis en évidence effectivement quasiment la moitié en fait des salariés qui sont désengagés en fait dans leur lieu professionnel. Donc le burn-out en fait est lié à un épuisement à la fois donc physique, psychique, mental, dû à un épuisement émotionnel, donc avec des activités de plus en plus intenses sur le milieu professionnel. Le burn-out est plutôt lié à l'ennui, en tout cas sur le travail. Donc un salarié qui est compétent n'exploite pas forcément. Mise au placard, par exemple. Voilà, notamment. Et ensuite, le burn-out, ça s'exprime pas forcément par une fatigue. Donc c'est lié à un désengagement, donc quelqu'un qui n'est plus forcément en phase, une perte de sens en fait totale par rapport à ce qu'on lui demande de faire et voilà. Et je fais le lien notamment avec ce qu'on appelle le contrat psychologique. Donc au-delà du contrat de travail, il y a ce qu'on appelle un contrat psychologique, et puis en fait il y a un continuum en ce qu'on appelle le contrat psychologique, on va dire relationnel, et le contrat psychologique transactionnel. Donc à un moment donné, en fait au départ, il y a un contrat entre l'employeur et le salarié. Et à un moment donné, le contrat il est rompu. Donc il y a un désengagement total. Et donc voilà. Et donc au cours de cette émission, nous avons par la suite écouté le témoignage de Pascal, formateur depuis 10 ans, véritablement passionné par son métier. Il nous a expliqué qu'il avait fini par se désengager en raison d'un stress et d'une pression permanente, et surtout des missions qu'il ne comprenait pas, dont il ne comprenait pas le sens. Alors si la charge de travail peut être l'une des causes du mal-être au travail, les conditions managériales comptent également beaucoup. Quel est le profil d'un manager toxique? C'est la question qu'on a posée à Olivier Folio, formateur au sein de Vocation Réunion. C'est souvent quelqu'un qui n'est pas le dirigeant, mais qui est un cadre intermédiaire. Ouais. Il a souvent moins de 3 ans dans l'entreprise. Quelqu'un qui arrive depuis peu de temps, qui cherche sa place parfois. Et c'est souvent lié à un recrutement ou une promotion interne mal effectuée. C'est-à-dire qu'on a fait monter quelqu'un à un poste où il n'était pas prêt. Quand vous prenez un vendeur, vous dites t'es un bon vendeur, tu vas faire manager. Il n'est pas dit que pour être un bon manager, il faut être un bon vendeur. Et c'est un peu plus complexe que ça. Il va falloir gérer des équipes, avoir une posture managériale, accompagner. Et souvent, ces gens-là, se trouvant en difficulté sur un poste, commencent à développer une forme de paranoïa qui peut aller jusqu'au pervers narcissique. C'est-à-dire quelqu'un qui joue avec les émotions pour asseoir son pouvoir. Et surtout, il confond les notions de respect et de crainte. Et il pense que si les gens ont peur de lui, forcément, ils vont le respecter. Ça, c'est une erreur classique. Ça, ouais. On a beaucoup de gens qui malheureusement prennent ce biais-là. Ils deviennent très vite des pervers narcissiques. Vous savez, ces pervers narcissiques, ces gens aux deux visages qui vous félicitent le matin et vous bloquent et vous harcèlent l'après-midi. Eh bien, on a la même chose. Vous avez à la fois beaucoup de félicitations qu'on comprend pas toujours, et puis derrière, on va avoir des tracteurs, des pièges, des remontrances régulières. Et qu'on ne comprend pas non plus. Voilà. Et le but, c'est que vous ne compreniez pas, parce que tant que vous ne comprenez pas, et puis alors là, on voit bien le jeu, si vous avez affaire à un pervers narcissique, c'est que plus vous voulez lui résister, plus vous voulez faire de travail, plus vous voulez lui montrer qu'il a tort, et plus vous rentrez dans son jeu, et c'est vous qui perdez à la fin. Une intervention qui a fait réagir des auditeurs. Ils se sont retrouvés dans ce scénario. Ils ont témoigné de leur burn-out. Pour maître Alain Antoine, avocat spécialiste en droit du travail, il faut avant tout bien identifier la forme de risque psychosocial à laquelle la personne est confrontée. Si par exemple il s'agit de harcèlement, il faut savoir à quoi on fait face. Et ensuite, quelle réponse on peut apporter à cette situation qui n'est, rappelons-le, qui n'est favorable, rappelons-le, ni pour l'employé, ni pour l'emploi. En mars 2021, le baromètre trimestriel publié par Empreinte Humaine, cabinet spécialisé sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, démontre que 45% des 2000 salariés interrogés déclarent être en détresse psychologique. Le taux de dépression nécessitant un traitement a quant à lui explosé par rapport à la précédente édition de ce baromètre, en passant de 21 à 36%. Pour prévenir les risques psychosociaux, une démarche de prévention collective centrée sur le travail et son organisation est à privilégier. Elle vise une situation de travail globale et s'intéresse aux principaux facteurs de risque connus. À côté de cette obligation de prévention, d'autres pratiques se développent dans les entreprises. Elles cherchent visiblement
En tout cas, elle l'affiche, à développer le bien-être ou la qualité de vie au travail. On sort d'ailleurs d'une semaine spéciale qualité de vie au travail la semaine dernière. Si l'absence de risques psychosociaux est une condition nécessaire au bien-être ou à la qualité de vie au travail, la mise en œuvre de ces pratiques en entreprise relève d'autres enjeux. Et oui, des enjeux qu'ont les managers et les patrons, performance de l'entreprise, égalité homme-femme, conciliation des temps de vie, démocratie sociale dans l'entreprise, tout ça est très complexe et finalement, ça c'est la théorie. On va expliquer un petit peu maintenant la pratique avec nos invités. Maître Alain-Antoine, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez au téléphone la dernière fois, vous êtes en présentiel et c'est tant mieux. Didier Le Tyran, bonjour. Bonjour. Pour Vocation Réunion, Frédéric Nouvet, bonjour. Frédéric Nouvet pour la société Humanis Concept. Bonjour. Et Vocation Réunion également. Olivier Folio, bonjour. On vous connaît déjà. On ne va pas vous représenter. Je crois que ça fait la 3e, 4e ou 5e fois que vous venez ici sur notre plateau pour parler de thèmes autour de l'entreprise. 0262 234 567, bien entendu. On attend vos témoignages. On attend ce que vous apportez comme solution éventuellement à cette problématique des risques psychosociaux. Alors la théorie et la pratique, j'aimerais bien vous lancer là-dessus, messieurs, peut-être Maître Alain-Antoine d'abord. Est-ce qu'il y a une véritable différence entre la théorie c'est la loi et le cadre légal dans lequel les entreprises évoluent, et la pratique et la réalité du terrain? Vaste question, bien évidemment qu'il y a une différence. Mais il faut se réjouir quand même d'un point, c'est que sur un plan purement théorique, la loi accompagne les victimes de harcèlement moral. Vous avez quand même 2 dispositions essentielles, une contenue dans le Code du travail qui sacralise ce harcèlement et qui donne la possibilité aux victimes de saisir le conseil de prud'homme, d'une part. Mais d'autre part, et c'est important, c'est que dans le Code pénal, je dis bien le code pénal, eh bien le harcèlement est défini comme un délit. Donc vous avez quand même 2 outils légaux qui permettent aux victimes quand même de faire valoir leurs droits. Le problème, c'est qu'en pratique, effectivement, et je pense que ça va être la thématique de cette émission, eh ben c'est la croix et la bannière, c'est le parcours du combattant. On a affaire. Le harcèlement, c'est une méthode de destruction. Donc on a affaire à des gens extrêmement fragiles qu'il faut accompagner, voire même, et je parle pour l'avocat que je suis, parfois même porter jusqu'à l'autel de la justice pour que ces gens soient reconnus comme victimes. Et ça, c'est un parcours très long et semé d'embûches. Quand le harcèlement devient une méthode de management, c'est quelque chose qu'on avait évoqué le 2 juin dernier. On n'avait pas on n'était pas allé plus avant, mais quand vous disiez, le harcèlement peut devenir une méthode, une véritable méthode de management. Sous quelle forme ça prend? Est-ce que on peut parler de différents niveaux de harcèlement quand tout ça est bien pensé, c'est une logique, harcèlement à bas bruit ou plutôt voilà. Comment ça se passe quand on met en place cette méthode de management qui nous paraît tous assez incongrue mais qui existe? Didier Le Tyran. Alors la méthode... Le micro, s'il vous plaît. Vous Oui, êtes habitué, Didier Le Tyran, Ouais. parler dans le micro. Le contraire, du coup, la solution vertueuse, ce serait un management bienveillant qui fait appel à une personnalité vertueuse, j'allais dire, et des comportements liés aux soft skills. Ça se traduit comment? Alors, moi, je vous lance quand même sur le négatif, vous rebondissez sur le positif, donc on va aller dans votre logique. Ça se traduit comment, un management bienveillant? Aimer les gens avec qui on travaille, être à l'écoute, avoir un niveau d'empathie suffisant pour déjà bien comprendre les comportements, les aptitudes, les compétences, les talents, etc. Mais d'un autre côté, quand on est un peu trop souple, voilà, il faut que les employés ou les salariés puissent évoluer dans un cadre, mine de rien, assez rigide. C'est pas prendre des risques pour un patron d'être trop bienveillant, finalement. Alors, il y a eu des expériences qui ont été menées. Il y a des entreprises autonomes qui ont été créées en métropole, notamment. Il y en a une qui est référente, où chaque personne est devenue actionnaire d'une propre sous-unité sur laquelle il était intéressé au résultat. Ça a très très bien fonctionné. Le patron est parti pendant 1 an en se disant quand je vais revenir, ça va être la cata. Il est revenu, l'entreprise faisait plus de bénéfices que lorsqu'il est parti. Par contre, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Attention aussi à une chose. Nous avons des patrons qui, eux, sont passés dans leur carrière par le même management que l'on reproche de faire aujourd'hui. On a un peu des gens qui ont été maltraités, à qui on demande maintenant d'être bienveillants.
on se cache aussi parfois derrière une méthodologie, derrière un process. Regardez Orange, France Télécom à l'époque, qui se cachait derrière une méthodologie. On a dit on va utiliser cette méthode. À l'époque, c'était le lead management, qui est une très bonne méthode, mais qui était très mal utilisée. Et ils l'ont utilisée pour faire vivre des valeurs qui étaient plus des valeurs destinées à faire des économies de coûts. Donc en fait, on a à chaque fois des gens qui sont peut-être pas prêts eux-mêmes à ce changement. On est bien sur de la résistance au changement. C'est-à-dire un patron qui a été animé lui-même dans sa carrière à base de KPI, les fameux indicateurs commerciaux, qu'il va falloir être bienveillant, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qu'il a vécu, qu'il connaît. Et ensuite, on va lui dire, on va vous vendre des méthodes toutes faites et vous allez vous cacher derrière pour avoir des résultats. Et là, on déshumanise la relation du patron vers ses employés. En fait, c'est un long processus et c'est quelque chose qui demande à être vraiment désamorcé. Moi, je voulais revenir quand même sur mon histoire de stratégie managériale par la terreur. Première question, 1, est-ce que c'est répandu ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt anecdotique, ces histoires de management par la terreur ? Et 2, quand des employés, des salariés ou autres sont confrontés à ça, quels sont les signes qui devraient les alerter ? Maître Alain-Antoine. Alors, moi, j'ai recours à une théorie, c'est la fameuse théorie de Peters, pour comprendre un peu comment on peut s'acharner comme ça sur les gens. La théorie de Peters, c'est quoi ? C'est que dans la vie, les gens évoluent jusqu'à atteindre leur point d'incompétence. Voilà. Donc, il arrive un moment, ils sont tellement hauts qu'ils atteignent leur point d'incompétence, et c'est souvent au moment où ils deviennent managers que, ils sont incompétents pour manager la matière humaine, et c'est là qu'on a affaire à toutes les dérives, la violence, le pervers narcissique qui j'ai une personnalité qui est en train de se dévoiler et qui tend vers le personnage pervers narcissique, etc., etc. Donc ça, c'est important de comprendre que souvent, et moi je le vois ici à La Réunion, on le voit dans les administrations, on le voit dans les SEM, c'est-à-dire qu'on place des gens et ils atteignent très vite leur seuil d'incompétence, et à ce moment-là, eh bien, en termes de management, c'est un véritable fiasco. Ça, c'est important. Maintenant, Alors, juste, je m'arrête là-dessus. Pourquoi les incompétents, entre guillemets, sont recrutés ou sont mis à ces postes ? Est-ce que c'est l'employeur qui se trompe dans ses méthodes de recrutement, ou est-ce qu'il y a aussi, quelque part, vous venez de l'évoquer, notamment les SEM, les SPL, est-ce qu'il y a une part de copinage là-dedans ? Alors, vous avez, bien évidemment, mais on ne va pas se mentir, moi je vais mettre les deux pieds dans le plat, vous avez des gens qui ne sont pas du tout faits pour manager, qui sont incompétents, et voilà, il y a de la casse humaine, et parce qu'ils sont pas le seuil d'incompétence, ils l'atteignent tout de suite, quoi. On peut le détecter, ça. Oui. Enfin, je veux dire, quand on recrute, mine de rien. C'est pour ça qu'il faut revenir en arrière, on va prendre un peu de hauteur, on va définir la jurisprudence, qu'est-ce qu'elle définit comme typologie de harcèlement. Vous avez le harcèlement institutionnel, on l'a vu, c'est France Télécom, c'est-à-dire c'est une méthode, c'est une culture d'entreprise. Le harcèlement est le mode de management. Bon. Vous avez derrière le harcèlement dit professionnel. C'est quoi le harcèlement professionnel ? Eh bien, c'est l'équipe dirigeante qui va se servir d'un tel pour casser une personne et la faire sortir. Et là, vous comprenez bien que vous êtes cadre dirigeant, et vous allez cibler les petits capots. Là, vous allez voir le petit capot. Et c'est ces gens-là qui vont donner des outils. Exactement. Et conscient ou inconscient, d'ailleurs. Moi, ce que je vois, c'est conscient. Vous savez, oui. mon dernier exemple en date, hier, je reçois un cadre dirigeant d'un grand groupe en matière de travaux publics. Vous avez les jeunes loups qui arrivent. Les jeunes loups, on les transforme en capots. Il faut sortir les cadres trop onéreux pour l'entreprise. Et je le vois. Surtout que le licencié, j'imagine que ce cadre qui doit être depuis des dizaines d'années dans l'entreprise, ça coûterait extrêmement cher. Et c'est ça la motivation aussi, quelque part ? Alors, les conséquences du harcèlement, on va peut-être l'aborder, mais vous avez des gens qui somatisent, des gens qui ne sont plus eux-mêmes, et c'est très facile de pousser à la faute quelqu'un qu'on fragilise. Donc on va y aller, c'est comme au billard ou aux échecs, on va y aller en 2 bandes ou en 2 coups. Quel que soit le niveau de responsabilité. Exactement, c'est-à-dire qu'on va le fragiliser, à un moment il va péter un câble, sans compter les conduites addictives. Je veux dire, c'est un véritable carnage sur le plan humain, le harcèlement. Mais on va le harceler. S'il ne sort pas tout de suite, on va le fragiliser et attendre la faute. Je disais, quel que soit le niveau de responsabilité, et du coup, c'est une question qui me taraude un peu. Je pensais la poser à la fin, mais je vais la poser tout de suite. Les patrons peuvent-ils être victimes de harcèlement, de surcharge de travail, on imagine, et donc finalement de burn-out. Un patron, est-ce que un patron, aujourd'hui, d'une entreprise qui dirige, je sais pas, une centaine, 500 salariés, peut être victime de lui-même de harcèlement, je sais pas, de la part de tel ou tel dans son entreprise? C'est une bonne question, parce que je suis en train d'écrire en ce moment sur cette thématique-là, c'est-à-dire essayer de le prendre à contre-pied. Moi, je vois
j'ai vu effectivement des cadres dirigeants totalement détruits par les IRP, donc les institutions représentatives du personnel, par les syndicats, où ils passaient leur temps non pas à porter les intérêts de l'entreprise, mais à sauver leur tête. Et j'ai vu des gens harcelés qui ont somatisé au même titre qu'un salarié aurait somatisé s'il avait été harcelé par son N+1. Donc, c'est une très bonne question. Oui, le harcèlement existe aussi chez les cadres dirigeants. Et donc, c'est ce qu'on appelle le harcèlement dit vertical. C'est-à-dire qu'on peut avoir un harcèlement N+1, mais également le N-1 ou des syndicats qui ne sont pas à leur place. Là encore, la théorie de Peters, des gens, ils ne sont pas à leur place. Donc, ils profitent de leur petit pouvoir pour détruire l'humain. En psychologie, aussi, peut-être parler aussi de ceux dont on ne parle pas assez, les actionnaires. Parce qu'à partir du moment où un actionnaire... Ils touchent leur dividende à la fin de l'année. Moi, je veux ça du dividende. T'es gentil, regarde ton business plan. C'est quoi la masse salariale? La pression des Tiens, si t'enlevais 10 points de masse salariale, je pourrais avoir mes dividendes. Croyez-moi que la pression, ils l'ont. La pression des actionnaires sur les dirigeants d'entreprise. Il faut en parler, elle existe, elle est même très courante. Il y a un phénomène ça nous amène à poser la question du phénomène qui est très connu en psychologie, du phénomène de reproduction. C'est-à-dire que, je prends les VIF par exemple, les violences intrafamiliales. Souvent, il est dit que finalement, le gamin qui est victime de ces VIF va reproduire quand il sera à l'âge adulte ce qu'il a connu chez lui quand il était gamin. Est-ce que ce phénomène de reproduction existe dans le phénomène du harcèlement, c'est-à-dire qu'une victime va devenir elle-même plus tard harceleur? Oui, c'est comme la violence transgénérationnelle ici à La Réunion. C'est un fait qui existe. Mais à ce moment-là, il faut savoir quand même une chose, c'est que l'employeur, celui qui est au sommet de la pyramide, il est débiteur envers ses collaborateurs et ses salariés d'une obligation dite de sécurité. D'accord ? Donc, une victime, la première chose qu'elle doit faire, c'est d'écrire à son employeur et de dénoncer ces faits. Et là, c'est l'employeur qui doit protéger cette victime. Si effectivement on a quelqu'un qui n'est pas à sa place pour des raisons personnelles, eh bien il faut le sortir. Je suis désolé, mais l'employeur a à sa disposition des outils, notamment le licenciement pour faute grave, c'est-à-dire la sortie immédiate, tant il peut être dangereux pour ses collaborateurs. Il y a quand même un sentiment chez les personnes harcelées. J'aimerais bien que les auditeurs et les auditrices réagissent là-dessus au 0262 234 567. C'est que, et on en vient justement à la question, une des questions principales de cette émission, quel comportement adopter au quotidien quand on est confronté à ça. Faut l'admettre, il y a une peur de justement signaler les faits à l'employeur parce que on n'est pas forcément sûr que l'employeur va aller dans notre sens et dans respecter le cadre de la loi. Est-ce qu'il va pas laisser faire? Est-ce que il y a tout un tas de questions que le salarié se pose. Avec la grande question au bout, c'est qu'est-ce que je vais pas finir par perdre mon boulot finalement? Alors, il y a un chemin pour une victime quand elle est victime de harcèlement. Le chemin, je le dis, c'est se faire accompagner par une personne extérieure, un avocat spécialiste. Voilà, ça c'est extrêmement important. La première personne à voir, ce serait qui? Est-ce que c'est son généraliste avec qui il y a une vraie relation de confiance, normalement? Est-ce que c'est un avocat qu'on ne connaît pas forcément? Est-ce que c'est directement la médecine du travail qu'on ne connaît pas forcément? Et on peut aussi tomber sur des gens formidables autant que voilà. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, des représentants syndicaux? Qui doit-on aller voir quand on a un phénomène à la fois victime de harcèlement, mais je parle aussi des gens qui sont témoins de harcèlement et qui ont tendance à se taire pour cette même peur. Alors, moi d'expérience, c'est aller consulter un avocat spécialiste de façon à ce qu'il décode ce que vous vivez. Et de façon à ce qu'il y ait un lien de confiance qui s'instaure. Il faut que l'avocat porte cette victime. Ensuite, l'avocat spécialiste, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est très simple. La méthodologie, elle est connue. On écrit à l'employeur, on dénonce les faits. On saisit le CSE, comité social. Quand il y en a un. Oui, ou alors les IRP, les institutions représentatives du personnel. Quand il y en a. S'il n'y en a pas, inspection du travail. Et moi, oui, c'est vrai, on l'oublie souvent. Oui, moi, je salue l'inspection du travail de Saint-Denis. Vous avez des gens extrêmement compétents qui sont très sensibles sur le sujet et qui n'hésitent pas à déclencher un contrôle, ce qui permettra à ces victimes d'obtenir des preuves dans le cadre d'une action judiciaire. Et ensuite, bien évidemment, saisine du Conseil de prud'homme et saisine du parquet. Je le répète, le harcèlement est un délit. Vous n'avez pas parlé du corps médical? Alors, la médecine du travail, oui, c'est vrai qu'en théorie, tout le monde dit qu'il faut saisir la médecine du travail.
Bon, j'ai envie de dire, ici à La Réunion, la médecine du travail, je dis bon. No comment. Par contre, et ça il faut être honnête, je tairai les noms, mais je connais au moins 2 psychiatres ici à l'île de La Réunion qui accompagnent les victimes, mais sous le prisme du droit du travail. Ça, c'est important. Ils ne sont pas là à pointer la pathologie en disant « t'es malade, je vais te bourrer d'anxiolytiques ». Non, ils sont dans une dynamique de stratégie donc pour soigner leurs patients, mais également les aider dans le cadre du droit du travail. Donc à ce moment-là, c'est se diriger vers ces psychiatres spécialistes. Et La Réunion est un village, on sait qui est qui. Je tairai les noms, mais j'en connais au moins 2 ici qui accompagnent les gens très bien, parce qu'il y a une prise en charge pluridisciplinaire avec l'avocat et ces psychiatres-là pour porter au mieux les intérêts des victimes. Ça, c'est important. D'un point de vue légal, il faut peut-être aussi soulever quelque chose. On peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de prud'hommes qui sont déclarés, mais ce n'est que la face immergée de l'iceberg. Pourquoi ? Parce que 80%, allez, 70% des prud'hommes sont enterrés avec une somme d'argent, un protocole qui fait que... Un compromis que vous allez très vite regretter en général, et qui fait que vous n'allez pas pouvoir prétendre, avec le recul, à ce que vous aurez dû avoir. Et j'ai rencontré des sociétés qui provisionnaient. C'est-à-dire qu'on sait tellement... On dit, tiens, lui, ça se passe mal, provisionne la somme pour qu'on lui fasse un chèque pour qu'il s'en aille. Et que ça aille pas au prud'homme. Bien sûr, il signera le papier comme quoi il s'engage à ne pas se retourner contre nous. Et donc, vous avez énormément de transactions comme celle-ci qui peuvent paraître intéressantes sur le coup parce qu'elles correspondent à ce qu'on appelle un pansement. J'ai souffert, il me donne un chèque, on va dire que ça suffit. Et on s'en sort plus rapidement. Non. Peut-être c'est pas toujours le cas parce que c'est pas toujours le cas parce que la cicatrisation, elle est pas liée à l'argent, elle est liée à l'expérience vécue, à la souffrance régulière qui a été vécue. Et moi-même, j'ai connu une société, c'était pas ici, c'était en métropole, mais où 4 personnes étaient parties en 4 ans, les 4 étaient partis avec un chèque. Et bien entendu, les 4 ne sont pas dans les statistiques des prud'hommes. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont tous regretté, les 4, pour les avoir eu au bout du fil il y a encore un peu de temps, ils ont tous regretté d'avoir pris ce fameux chèque et de ne pas avoir pu faire défendre leur droit à être un individu qu'on doit respecter. La psychanalyse explique ça aussi, les traumatismes qui se mettent dans l'inconscient et qui ressortent 30 ans après. On a beaucoup d'exemples dans d'autres domaines. Je voulais vous lancer sur... Il y a 2 auditeurs, d'ailleurs, qui peuvent prendre la parole au 0262 234 567. On est en direct sur 13h, jusqu'à 13h, mais en tout cas, ils s'expriment sur notre page Facebook. Alors, il y a premier commentaire. Carolina qui nous dit « Certains patrons achètent la paix sociale ». On va peut-être pouvoir parler des représentants syndicaux, des représentants du personnel, il faut le dire. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Quel est leur rôle là-dedans, finalement, dans cette problématique des risques psychosociaux en général et du harcèlement en particulier ? C'est peut-être un peu pour ça qu'il y a des élections de représentants du personnel. C'est pour qu'ils soient là dans ces situations-là, non, finalement ? Oui. On avait parlé la dernière fois, oui, bien sûr qu'on achète la paix sociale. On essaye toujours. Comment il achète la paix sociale ? Comment ça se passe entre un représentant du personnel et sa direction ? Moi, je vous avoue que j'étais représentant du personnel. Jamais le patron m'a glissé une enveloppe. Non, c'est pas des enveloppes, c'est plus insidieux. Tiens, il y a une élection, est-ce que tu veux bien te présenter ? Ah oui, il y a ça. Voilà, toi, tu es plutôt populaire, tu fais ça. Et puis bon, après, alors comme ça, on pourra parler plus facilement. On va créer du lien entre nous. On va pas d'abord aborder des problèmes d'argent. Le fait, par exemple, que les représentants du personnel soient mis dans certains petits secrets, qu'ils aient l'impression d'être quelque part valorisés par ça aussi. Exactement. On leur donne du pouvoir, donc on leur donne de l'importance. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux représentants justement du personnel, d'avoir suffisamment de recul, de rester... Le pouvoir, c'est la liberté. C'est un principe. Je suis en train de casser les portes ouvertes. La liberté. Donc la liberté, c'est quand on accepte un mandat, on a conscience qu'on est une sentinelle et qu'on doit dénoncer tout ce qu'on entend, mais il faut être libre. Voilà, si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes plus représentant du personnel. D'accord ? Donc, ce qu'il faut conseiller à ces gens-là, c'est de ne pas succomber, aux premières avances. Et puis, En général, ça se retourne contre eux. Et bien évidemment, oui, toujours. Vous n'êtes pas respecté. À la fin, pareil, le respect, si vous commencez à jouer les toutous, vous n'êtes pas respecté. Donc, c'est une erreur que de vouloir jouer le jeu de la direction. Mais un point, attention important, en amont, il faut savoir que l'organisation des élections est extrêmement importante. C'est une organisation, c'est une méthode dite politique.
Donc, vous avez aussi une stratégie de la direction qui consiste à faire monter des sympathisants, de les pousser aux élections. Donc, nous, avocats, je veux dire, ça fait partie des conseils aussi, c'est-à-dire des élections se préparent. Et si vous avez peur d'un tel ou d'un tel, il faut en amont faire monter les gens qui seront plus doux avec vous. Donc c'est bien avant les élections que tout, tout se prépare. Quand on se retrouve dans une situation comme ça, de victime ou de témoin de harcèlement, et qu'effectivement, on est dans une boîte où la paix sociale a été achetée, et que on sait que le représentant du personnel va pas du tout aller dans notre sens, voire au contraire. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que finalement, on va s'adresser à d'autres interlocuteurs qui vont nous dire t'as un représentant du personnel, vas-y. Alors, déjà, la stratégie qui consiste à saisir les représentants du personnel, c'est une preuve qu'on ajoute au dossier. Je le répète, en matière de preuve, tout le monde pense que c'est au salarié de prouver. Quelle que soit la réponse du RP. Exactement. Le salarié doit prouver la vraisemblance des faits. Donc le fait de saisir, quelle que soit la réponse, c'est déjà un élément de preuve important. Ensuite, il y a l'avocat. Je veux dire, l'avocat, il va dire, attendez, moi, je vais saisir l'inspection du travail. Moi, je vais saisir le parquet. Vous savez, le parquet, quand il fait son travail, c'est une arme redoutable. Pourquoi vous précisez quand il fait son travail ? Parce que je pars du point, moi je suis pour un État régalien, et ici ils sont en sous-effectif dans beaucoup de... Et quand on en parlera demain avec Caroline Calbo, procureur du Sud. Bien sûr, quand je dis ça, c'est sans ironie, c'est que intéressez-vous au quotidien d'un substitut. Alors vous l'embêtez avec un dossier qui fait 300 pages, un problème de harcèlement, vous pensez bien que déjà le temps réel, il n'arrive pas à le traiter. Moi, vous savez, la justice arabe et les maisons de justice, tout ça, ok, c'est bien, mais renforcer quand même les équipes du parquet, il en va de la vie même de la démocratie. Je rappelle souvent cette anecdote à Mandy, quand j'étais à Tours, un hiver, le palais de justice, il n'y avait pas de chauffage. Il s'est aperçu que le ministère avait oublié de payer le chauffage. On en est là parfois. Bernard, sur notre live Facebook, je vais vous lire son commentaire. Je pense qu'une réponse juridique à un harcèlement ne peut pas s'appliquer dans toutes les entreprises. Je crois qu'un dialogue peut résoudre plus efficacement parfois. Ne pas sous-estimer l'aspect humain des choses. En fait, je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que effectivement, donc il y a des solutions juridiques, etc. Mais il y a aussi en fait pour favoriser le dialogue, justement, suite à la remarque de l'auditeur, il y a des outils qui existent au niveau managérial, au niveau de l'entreprise. Parfois, on parlait tout à l'heure pourquoi certains dirigeants adoptent, ou certains managers, certains cadres dirigeants adoptent certaines attitudes. Parfois, c'est aussi par manque de formation, manque de compétences. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, on duplique des choses qu'on a vues par ailleurs, mais parfois on transfère aussi en fait notre propre mode de fonctionnement chez les autres. Et il y a des dirigeants ou des managers, des cadres qui ne sont pas non plus au fait des outils, qui ne sont pas forcément au courant. Je rappelle qu'il y a effectivement la possibilité de mettre en place des entretiens, en fait, d'évaluation annuelle. Anonymisés ? Non, pas. Avec des consultants extérieurs, non ? C'est possible, mais en fait, tout peut se passer aussi en interne. D'accord. Mais en fait, c'est devenu, notamment les entretiens aux professionnels, en fait, tous les 2 ans, avec le bilan à 6 ans, c'est devenu une obligation, mais il ne faut pas le voir comme une obligation. Avant tout, ce sont des outils qui sont au service du manager et qui permet le dialogue social, qui permet de faire le point sur l'exercice, comment se sent surtout le salarié au sein de la structure. Oui, mais est-ce que la parole du salarié est libre dans ce cas-là ? Est-ce qu'il va vraiment dire quand il est en entretien annuel, je crois que c'est tous les deux ans, un truc comme ça, enfin peu importe, c'est assez régulier, c'est une obligation légale. Est-ce que finalement, là encore, vu sa position d'infériorité entre guillemets, le salarié va révéler le fond de son cœur et de ce qu'il vit réellement En tout cas, moi, c'est ce que j'encourage à faire. Il faut quand les choses ne vont pas. Le patron va mal le prendre, on imagine. Non parce que ça le met devant ses échecs propres d'employeur finalement. Ce serait de continuer dans ce sens, qui serait l'échec de l'employeur. Comme disait Maître Antoine, en fait, il a l'obligation, en fait, de sécurité à la fois physique et psychologique. Et donc, il est tenu, d'écouter, mais il ne faut pas le voir comme une obligation. Encore une fois, c'est un outil. Et il faut profiter de l'occasion pour dire, effectivement, qu'est-ce qui ne va pas, comment je me sens pas bien, voilà. Et construire à partir de là, en tout cas, les actions à mettre en place, et favoriser le dialogue, encore une fois. C'est sûr que si on encourage le non-dit, on l'encourage. Si on évite la discussion, forcément, et si on montre que, il vaut mieux peut-être la fermer. Il y a beaucoup de salariés, qui soient victimes ou témoins, qui le font, c'est-à-dire qui se disent ça va s'arranger.
Ça va s'arranger. Je fais pas de vagues. Et du coup, c'était une de mes questions. L'espoir que ça s'arrange n'est-il qu'un leurre? Il faut que ce soit d'abord une bonne volonté. À titre personnel, alors, on va croire qu'à chaque fois je remonte les mauvaises nouvelles. Heureusement, il y en a des bonnes. Mais j'ai déjà vu un audit social où les indicateurs étaient au rouge et on les a présentés aux salariés au vert. On changeait la couleur de rouge au vert. Pourquoi faire un audit social? Mettons le vert dès le départ, on ira plus vite. J'ai déjà vu des entretiens annuels où le compte-rendu de l'entretien annuel ne reflète pas ce qui a été dit lors de l'entretien. Donc là, y a-t-il une volonté de voir les choses en face et de les prendre en charge, ou y a-t-il une volonté, une mauvaise volonté, de ne pas traiter le problème? Quand on est salarié, comment on sait quel choix il faut faire? Le choix d'aller au combat, on va dire, et de faire cesser cet état de fait, ou le choix de rester sur la réserve et de se dire que finalement, je sais pas, le harceleur a plus que 6 mois ou 1 an dans la boîte et ça va passer, ils vont nommer quelqu'un d'autre et ça va se terminer. C'est compliqué pour un salarié parce que c'est des choix qui vont avoir des conséquences évidente sur sa relation avec son employeur. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Aussi, ouais. C'est ce qu'on lui dit. Et puis on est à la réunion, vous savez, à la réunion, j'ai entendu beaucoup de gens dire attention, j'ai le bras long. Ouais. Si tu me poses des problèmes, tu ne retrouveras plus jamais du travail. Le genre de phrase, malheureusement, qu'on entend trop souvent. Donc, quel comportement le salarié peut adopter par rapport à ça, Didier Le Tyran? Oui, alors là, on parle beaucoup en fait de conséquences, donc dramatiques dans bien souvent des cas, mais en fait, il y a toute la partie en amont. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Donc Olivier parlait des entretiens pro. Il y a 2 pendants au niveau de la discussion. En fait, il y a le dialogue social formel et informel. Donc le formel, c'est ce qu'on est obligé de faire. Les entretiens pro, en fait, il y a une obligation aussi de l'employeur de respecter la loi, par exemple, sur la formation. Il y a Delphine, qui vous pose la question. Quelle différence entre entretien annuel et entretien professionnel? Oui, alors les entretiens annuels, ce sont les entretiens annuels obligatoires. On va essentiellement traiter donc des objectifs, de l'atteinte ou pas des objectifs et de la rémunération. Et les entretiens pro, en fait, c'est un entretien qui est complètement différent, qui, à mon avis, doit être mené à part et pas forcément par les mêmes personnes. C'est-à-dire la DRH? Par exemple, où on va parler de la carrière. Et il y a 3 obligations de l'employeur. La première, c'est de faire évoluer donc le salarié en termes de poste, en termes de rémunération, en termes de compétences. Et la loi pour l'avenir professionnel du 5 septembre 2018 est une loi qui est très importante, parce qu'il y a aussi un lien avec la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Je fais je digresse un petit peu, mais juste de dire qu'il y a un dialogue social formel. Tout ce dont on a parlé auparavant, c'était surtout du dialogue social informel, donc qui bien souvent est individuel. Mais je pense qu'il y a la puissance également du collectif, c'est-à-dire quand on ramène à des choses concrètes qui concernent l'ensemble des salariés, c'est déjà une discussion qui normalement doit être vertueuse, avec des gens normalement constitués. Il n'y a pas de souci, c'est un objet de discussion. Donc c'est de voir quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser ce dialogue social. Et à mon avis, l'entretien pro, qui au passage n'est pas forcément très respecté, alors que ça date quand même depuis 2014 et qu'en 2020, en fait, c'était de rendre compte. C'est un super outil, c'est pas une obligation, enfin c'est une obligation, mais c'est surtout un super outil de dialogue. S'il n'est pas respecté, et on va écarter un petit peu celles et ceux qui sont de mauvaise foi, on va dire, et vous évoquez justement deux dispositions légales. Et finalement, il y en a plein des dispositions légales. Ça change quasiment, on a envie de dire, ça change quasiment tout le temps. 2014, 2018, j'imagine que depuis 2018, il y a eu la réforme du droit du travail aussi, El Khomri, etc. Est-ce que, je veux pas défendre le patronat, mais est-ce que quelque part, face à ce millefeuille administratif dont on nous parle tout le temps, l'employeur ne s'y perd pas et a pas toujours un train de retard par rapport au cadre juridique qu'on lui impose? Alors c'est vrai que c'est pas évident. Je dirais qu'il y a autant de réformes que de gouvernements. Chaque gouvernement sa réforme, donc c'est pas évident de suivre, et c'est sûr. Maître Alain-Antoine? Monsieur Macron est un hyperactif et il fait souffrir les avocats parce que tous les jours ça change. Donc, j'ai vu. donc effectivement, il faut vraiment faire attention. Non, mais il faut mettre au centre quand même la loyauté. Je veux dire, quel que soit, il ne faut pas se servir. Respective. Mais bien sûr, il ne faut pas se servir de la loi pour régler ses comptes, ça ne marche jamais. Je reviens juste un peu en arrière sur le salarié. Je veux dire, est-ce qu'il doit, baisser le regard quand il est victime de harcèlement dans la société ou au contraire? D'expérience, lorsqu'on a mis le mot harcèlement sur une situation, le salarié est déjà out, il est déjà dehors. C'est-à-dire qu'il est déjà, il fait l'objet d'un arrêt de travail.
Ça, il faut le savoir. C'est à ce moment-là. Et c'est pour ça que là, c'est important et je lance Souvent, les salariés vivent ça aussi comme un échec, quelque part, parce qu'ils sont investis dans la boîte. Ils veulent faire bien, hein, la plupart. Même parfois, ils travaillent plus que de raison. Mais ça, c'est les stades juste avant. C'est-à-dire le silence. Ensuite, le salarié qui veut tout faire. Ça, c'est juste avant. Mais il est encore dans... Alors, s'il n'est pas accompagné... Ce que je veux dire, c'est qu'il est victime de harcèlement. Donc, vous dites que de toute façon, il est out. Mais lui, dans sa tête, il ne l'est pas forcément out. Il pense qu'il y a encore un espoir dans cette boîte. Mais vous dites non, c'est pas la peine d'insister, quoi. Il est blessé. Ouais. Qu'est-ce qui est pathogène? C'est l'environnement du travail. Il faut le sortir. Donc, c'est là qu'il faut rebondir et peut-être aller voir ailleurs. Et attention, le médecin. C'est-à-dire que le moment où ce salarié, est dans le stade de ce qu'on appelle la névrose dépressive, ou je ne sais quoi, attention aussi l'arrêt de travail. C'est là qu'il faut aussi bien identifier pourquoi on est malade et il faut bien mettre soit un accident du travail, soit une maladie professionnelle. On pourra en passer des heures, quelle est la différence? Mais c'est ce qui va permettre également aux salariés d'inviter l'employeur à contester ou pas les faits, mais surtout d'inviter la CGSS à réagir et à faire une enquête sur l'environnement. Et là encore, c'est des moyens de preuve supplémentaires. Donc ça, c'est important. Je vois beaucoup de gens où les médecins ont refusé de faire un AT, un accident du travail ou une déclaration de maladie professionnelle, alors qu'on était, la souffrance était avérée. Et là, le salarié perd ses droits. 0262 234 567. Vous pouvez encore intervenir. On est encore quelques minutes ensemble en direct sur RTL Réunion. Il y a aussi peu de gens finalement appellent aujourd'hui, mais beaucoup s'expriment sur le live Facebook. Bernard, Alain qui dit, et je vais vous lire, vous réagissez sur ce que vous voulez, messieurs. Si vous dirigez à la grand-papa avec empathie et bienveillance, les employés peuvent malheureusement un jour ou l'autre en profiter. Si vous dirigez de façon pervers narcissique, vous êtes un odieux personnage insupportable et contre-productif. Alors comme d'habitude, il faut trouver le juste milieu. Ça, c'est Alain qui nous dit ça. Il y a Bonnie, très intéressant ce qu'elle nous dit. J'ai travaillé dans la territoriale avec une personne qui m'a fait du harcèlement psychologique et professionnel. Tout le monde va laisser tomber l'équipe en place, DRH, le maire, alors que tout le monde savait. Et les langues payaient bien. Voilà, j'imagine que les langues se sont déliées bien après qu'elles soient parties. J'ai pris sur moi, je n'ai reçu aucune aide et je suis passé pour une folle. Le truc classique, c'est l'isolement. Ouais. Parce que Maître Antoine en parlait très bien. Vous avez l'étiquette de harcelé. Ouais. D'un seul coup, c'est comme si vous alliez prendre la foudre. Tout le monde s'écarte. Alors l'isolement, non pas par rapport, notamment on peut parler de l'isolement par rapport à ses collègues. Hein. C'est ça aussi peut-être qui fait le plus de mal. Et ses collègues finalement, c'est pas nous rejettent la personne harcelée, non pas parce qu'elle est d'accord sur le principe du harcèlement avec le harceleur, mais parce qu'il y a un phénomène là encore de peur. Ouais, c'est la peur finalement de s'afficher avec la personne harcelée. Ça peut faire par la suite... Choisis ton camp, camarade. Ça peut faire par la suite d'être soi-même harcelé, c'est ça? Et c'est là que l'employeur doit être responsable de ce qu'il fait. Je le répète, il est débiteur d'une obligation de sécurité. Moi, je suis employeur aussi, ça m'est déjà arrivé. Dès qu'on me fait remonter des faits où je sens que j'ai un collaborateur en danger parce qu'il est victime de harcèlement, on doit réagir. Et je pense au maire, parce on parle de collectivité territoriale, de mairie. Le maire, il faudrait qu'il quand même prenne conscience. Et c'est là que c'est important de se faire accompagner par un avocat, parce que l'avocat peut le dire avec une grande liberté. Le maire peut engager sa responsabilité pénale s'il ne fait rien. J'ai pas dit que c'était le maire qui harcelait, mais le fait de ne rien faire, eh bien cette inaction est susceptible d'engager la responsabilité pénale du maire avec toute la publicité. Donc il faut, il faut de la formation pour tout le monde. Et quand on est employeur dans une collectivité, il faut bien comprendre que non, c'est pas une histoire d'argent. On peut aussi être condamné. Je le répète, c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Enfin, je veux dire, ça peut aller très important de faire un écrit au N+1, au plus haut de l'échelle, parce que à partir du moment où il a reçu un écrit où vous dévoilez les faits. Il a une responsabilité et il a un délai pour intervenir. Donc prévenez tout. Obligation de résultat ou de moyens? L'obligation de sécurité, de résultat. Mise en sûreté automatique. Sinon, il est responsable pénalement. Donc il est absolument, vous l'avez informé. Alors après, beaucoup jouent sur le fait, je suis pas au courant, on m'a rien dit, je ne savais pas. Faites un mail, faites un courrier à l'adresse précise du patron, celui qui est tout en haut.
pas celui qui a fait l'intermédiaire. Si vous avez un directeur général, c'est au Mmh. PDG qu'il faut envoyer le courrier, parce qu'à partir du moment où il a reçu l'information, il est responsable et il se doit d'agir. Surtout Ça, si- c'est... Oui, allez-y, je vous en prie. Surtout si c'est du harcèlement dit professionnel, c'est-à-dire organisé pour virer. Hein. Mm. Donc dès qu'on arrive et qu'on commence à mettre le mot harcèlement et qu'on pointe la responsabilité, je peux vous assurer qu'une fois sur deux, parce que c'est comme un cheval, quoi. Je veux dire, si vous laissez la bride, il faut serrer, quoi. Donc là, les gens se disent ça y est, ce salarié est conseillé, les rapports de force sont équilibrés, souvent ça s'appelle. Hein. Donc Ça, c'est sous l'angle juridique. Je ne suis pas forcément sûr que certains employeurs soient à l'écoute de ça. Il y a un argument, et on va finir par ça, il y a un argument économique finalement. Une boîte où il y a du harcèlement, même sur du micro-harcèlement, une personne, est-ce que c'est une boîte qui va réussir ? Je parle en termes économiques, productivité, choses comme ça. Ouais, alors, Ça a été prouvé, ça, que non, finalement. Non, Hein, c'est- c'est pas par la contrainte que... C'est pas par la contrainte en fait qu'on engage les collaborateurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur la remarque d'Alain. Effectivement, comment manager ne s'improvise pas. Ça nécessite effectivement de s'intéresser aux gens. Quand j'entends des gens ou des managers qui me disent oui, mais les gens me gonflent, à un moment donné, il faudrait peut-être penser à changer de métier. Ouais. On n'engage pas des gens sur des discours, j'allais dire, moralisateurs, donneurs de leçons. Non, on prend en compte vraiment ce qui motive, facteur motivationnel en fait de chacun. Et ça nécessite vraiment des compétences comportementales, mais aussi en fait une appétence pour ça, une envie de vouloir aider les autres, et surtout de ne pas être indispensable. Et un manager, son rôle, c'est de rendre ses collaborateurs autonomes, les faire monter en compétences et veiller à leur épanouissement. Sur la réussite des sociétés par rapport à... Il y a une citation qui est très belle qui dit que les deux choses les plus importantes dans une entreprise ne sont pas au bilan, c'est la réputation et les hommes. C'est exactement ça. Alors la réputation, elle est importante parce qu'il y a un cercle vicieux. Je crée un mouvement assez délétère au sein de ma société. Plus ça se sait, parce que les gens se parlent. Moi, j'ai déjà quitté des sociétés où on m'a appelé après par LinkedIn pour dire « Elle vaut quoi cette société ?» Croyez-moi que le tam-tam fonctionne et qu'on se dit les choses. Eh bien, ils se trouvent avec des profils de moins en moins qualitatifs. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On met en place des gens qui n'auraient pas dû être mis en place. Donc, on alimente la machine. Et là, l'entreprise baisse et se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Je fais juste Alors, très rapidement. très rapidement, en fait, ça me fait penser à une image en fait que j'ai vu passer sur des réseaux. Quand une plante ne s'épanouit pas dans un environnement, on change pas la plante, on change l'environnement dans lequel elle pousse. Eh ben merci. C'est une belle phrase de conclusion, ça. Merci Mandy. Je vous en prie. On termine avec ça. Demain, je vous disais, demain on reçoit normalement la procureure du Sud, Caroline Calbo. On devait avoir Éric Tuffery aussi avec, mais il a pas pu se libérer. On va parler justement des moyens de la justice, parce que ça ne vous a pas échappé, maître Caroline Calbo et Éric Tuffery ont écrit il y a 2 semaines un courrier, une lettre ouverte, en disant qu'il faudrait mettre un petit peu de moyens pour les vifs, les violences intrafamiliales. Donc demain, ça va être le sujet du jour. Un peu beaucoup même. Les vifs, ouais. Merci à vous. tous. Merci à vous. Merci, pour votre messieurs. expertise. Merci, à demain. Sur RTL Réunion, On refait la réunion.